Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour corriger le sujet 70 du bac ECE SVT 2026, intitulé Benzodiazépine et stress chronique. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à me proposer d'autres idées de vidéos en commentaire. Commençons sans plus tarder avec l'introduction. Le stress chronique correspond à une réponse biologique responsable de différents symptômes d'anxiété chez l'humain. Il est associé à une augmentation anormale de l'activité électrique des neurones dans certaines zones du cerveau. Dans une situation normale, il existe un neurotransmetteur libéré au niveau de la fente synaptique, le GABA. Celui-ci est responsable d'inhiber l'activité des neurones postsynaptiques en les hyperpolarisant. Dans une situation de stress chronique, l'équilibre entre les systèmes excitateurs et inhibiteurs est rompu. Les systèmes excitateurs sont suractivés, tandis que les systèmes inhibiteurs deviennent moins efficaces. De ce fait, les neurones inhibiteurs libérant le GABA ne parviennent alors plus à freiner correctement l'activité des neurones postsynaptiques, ce qui contribue à des symptômes persistants d'anxiété. Pour y remédier, il existe des médicaments appartenant à la famille des benzodiazépines, comme le diazépam, qui permet de diminuer les symptômes d'anxiété. Le but de cette ECE est donc de comprendre comment le diazépam participe à la diminution des symptômes d'anxiété liés au stress chronique. Passons alors à la pratique. Et pour cela, regardons la fiche matériel et méthode. La manipulation qui va être réalisée est une observation au microscope. Pour s'y faire, on dispose de plusieurs éléments, un microscope optique, des lames et lamelles, une aiguille lancéolée, ainsi qu'un échantillon de cervelle de mouton ou de veau. On utilise également du bleu de méthylène, qui est un colorant permettant de mieux visualiser les structures cellulaires. Le protocole consiste tout d'abord à découper une fine tranche de cervelle à l'aide d'un scalpel ou d'une lame de rasoir. Cette tranche est ensuite déposée dans un verre de montre, puis recouverte de bleu de méthylène. On laisse agir le colorant pendant 5 à 10 minutes afin que les cellules soient correctement colorées. Ensuite, à l'aide de l'aiguille lancéolée, on prélève un petit fragment de tissu coloré que l'on place entre une lame et une lamelle afin de réaliser un montage microscopique. Vous devriez alors observer au grossissement 400 des neurones. Grâce au bleu de méthylène, on s'attend à voir apparaître les corps cellulaires des neurones, contenant le noyau ainsi que certaines de leurs prolongations, notamment les dendrites et axones. À ce niveau-là, l'observation a permis de mieux comprendre l'organisation du tissu nerveux et la présence des neurones impliqués dans la transmission de l'information nerveuse. Mais en réalité, on ne peut rien dire de plus concernant le fonctionnement des systèmes inhibiteurs évoqués précédemment. C'est pour cela que les documents supplémentaires nous informent d'une autre technique qu'on pourrait utiliser afin de mieux caractériser les récepteurs au GABA. C'est l'immunofluorescence. Cette technique consiste à utiliser des anticorps spécifiques dirigés contre les récepteurs au GABA. Ces anticorps sont couplés à un marqueur fluorescent, ici de couleur rouge. Ils se fixent uniquement sur les récepteurs GABA, ce qui permet de visualiser précisément leur localisation dans les neurones. Grâce à cette technique, les chercheurs ont montré que les récepteurs au GABA sont localisés principalement sur la membrane postsynaptique du neurone cible, où ils reçoivent le GABA libéré dans la fente synaptique, principalement au niveau du corps cellulaire et des dendrites. Après avoir localisé le récepteur au GABA, il est également possible de déterminer sa structure à l'aide de modèles moléculaires. Le récepteur au GABA est un complexe multiprotéique inséré dans la membrane, constitué de plusieurs sous-unités, 2 alpha, 2 bêta et une gamma, formant un canal ionique qui, lorsqu'il est activé, laisse entrer des ions chlorure dans le neurone, ce qui entraîne une inhibition du neurone postsynaptique. Maintenant qu'on a accès à la structure du récepteur au GABA, analysons-la avec la présence du GABA et du diazépam, afin de mieux comprendre leur localisation et donc leur mode d'action. Pour s'y faire, votre professeur vous donnera le dossier LibMol correspondant. Voici les images que vous devriez obtenir. On observe sur cette première image la structure globale avec tous les détails, et comme vous le voyez, c'est assez complexe. Alors, avant de commencer l'analyse, n'hésitez pas à cacher le complexe protéique pour seulement identifier la position des ligands. Vous le voyez, on se retrouve avec 2 types de ligands. À droite, on retrouve 2 molécules de GABA et à gauche 3 molécules de diazépam. Une fois cela fait, vous avez juste à superposer votre récepteur et il vous sera naturellement plus simple de les localiser. On remarque ici une première image montrant le GABA surligné en vert fluo qui est présent à l'interface entre les sous-unités alpha en vert et bêta en mauve.
Pour le diazépam, qui est cette molécule faite de 3 cycles, on retrouve qu'il se fixe à un tout autre endroit, à l'interface entre les sous-unités alpha en rose et gamma en orange. Ainsi, le diazépam ne remplace pas le GABA au niveau de son site de liaison. En réalité, en se fixant, le diazépam va modifier la conformation du récepteur, ce qui va augmenter son affinité pour le GABA. Cela accroît alors la fréquence à laquelle le canal chlorure s'ouvre, ce qui laisse entrer plus d'ion chlorure dans le neurone. Par conséquent, le neurone étant hyperpolarisé, cela va le rendre moins excitable et produira un effet calmant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir comment, à l'aide d'outils microscopiques et approches structurales, il était possible de déterminer la localisation et donc le mode d'action de molécules sur un récepteur, dans le but ici de traiter le stress chronique. N'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer d'autres idées de correction en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite, à bientôt!